bienvenue à cet unboxing de la boîte dans le noir Into the Dark. Mais non, je rigole, évidemment, il s'agit du compendium. Mais non, je rigole, il s'agit de l'annual. Mais je garde quand même le compendium sous la main, parce que ça va nous être utile. Alors, qu'est-ce que c'est que l'annual? L'annual, c'est la petite surprise. Et oui, qu'on s'attendait absolument pas, en tout cas, d'avoir aussitôt. En tout cas, personnellement, je ne m'attendais pas de l'avoir aussitôt. Il s'agit d'une sorte de condensé des règles qui étaient dans les White Dwarf depuis à peu près septembre 2022, le début du septembre 2021, pardon, le début du jeu, Kill Team 2e édition, 3e pour les très connaisseurs, mais c'est la 2e édition de Kill Team 2021, qui a eu plusieurs factions qu'on appelle des factions sur mesure parce qu'elles sont beaucoup plus étendues avec des règles de faction, avec des règles narratives que ce qu'il y a dans le compendium qu'on pourra comparer tout à l'heure. Et on a aussi 3 nouveaux packs de missions. Qu'est-ce que c'est que les packs de missions? C'est un peu comme quand vous jouez en jeu égal, vous avez 9 missions dans lesquelles vous jetez des dés, vous choisissez dans le tableau qu'est-ce que vous prenez en fonction des lignes et des colonnes. Ben là vous avez pareil, version narratif ou version jeu égal, mais avec d'autres règles particulières qu'on va voir dans un instant. Alors, bah déjà je me présente, moi c'est Hugo, Hugo avec un H sur Discord. Vous m'avez vu pour la précédente vidéo, l'unboxing de la boîte Into the Dark. Déjà, merci pour vos retours qui étaient très chaleureux et très bienveillants. Et en plus, je vais en profiter pour faire une petite errata, car Goshi a bien remarqué en commentaire que je me suis trompé sur l'action G à 2. En fait, on peut faire des activations de groupe par 2 que pour des unités qui sont identiques. Donc on peut, avec les croûtes, on ne pouvait pas faire un guerrier, un chien. Il fallait forcément faire 2 chiens en activation en même temps. Donc voilà, c'est une petite précision que je souhaitais précisionner. Alors, bah déjà, cet annuel, il est super cool parce qu'il fait à peu près 152 pages, qui est un beau morceau. La plupart des autres livres font 96 pages. Il se trouve que le compendium est encore plus gros, il tient encore le haut du panier là-dedans parce qu'il fait 168 pages de mémoire, 168 pages, pas de mémoire parce que j'ai vérifié. Et à l'intérieur, bon, on avait quand même 15 teams, enfin 15 il me semble, c'était vraiment le démarrage du jeu. Et pour vous raconter un peu mon sentiment sur ce livre-là, tout le monde a dit oui, mais le compendium, il va devenir épuisé dans quelques temps, il ne servira à rien. Et on se rend compte qu'en effet, il ne sert plus à grand chose. Il sert juste aux Grey Knights, il sert aux Tyrannides, il sert aux Necrons, il sert aux Custodes, voilà, c'est à peu près ce à quoi il sert. Après, le reste, vraiment, bon, il y avait les Drukhari aussi, il y avait certains gardes impériaux, les Sions, mais on se rend compte qu'ils se font à peu près tous grands remplacés par rapport à ce qu'il y a dans les White Dwarf, justement, ou alors nos factions sur mesure qu'on trouve dans nos belles boîtes depuis le début de la sortie du jeu. Sauf que les sorties White Dwarf, c'était un peu particulier, dans le sens où bah, on n'avait pas de figurines exclusives avec ces sorties-là. Donc on pouvait réutiliser nos figurines de Warhammer 40 000, pour ceux qui avaient ça, ou les acheter spécifiquement, et on avait de très très bonnes équipes avec le compendium, parce qu'avec des fois juste une seule boîte, on pouvait s'en sortir. Souvent c'était 2, des fois c'était 3. Il y a quelques vidéos qui ont montré les teams les plus chères, par exemple certaines teams des System of Battle qui pouvaient coûter jusqu'à 4 boîtes, donc presque 150 balles pour pouvoir être faites, avec des Repentia, avec des Sisters aussi. On pouvait avoir aussi dans ce compendium des unités qu'on n'a pas encore dans les teams sur mesure, telles que les Stealth Toe, qu'on attend d'avoir bientôt. D'ailleurs, Big Up Vincent, toi qui joues encore des Stealth Toe à Rouen. On a voilà, les Tyrannides qu'on attend vraiment avec impatience, hein. Comme je vous le disais sur le Discord, évidemment c'est la prochaine boîte, les Tyrannides, on le sait, même si ce sera jamais le cas. Alors, ben, on va pouvoir un petit peu attaquer, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous fais un rapide teaser sur ça parce qu'on a déjà les 2 plus belles teams à raconter dans cette histoire qu'on verra à la fin de la vidéo parce qu'elles sont à peu près vers la fin avant que je skippe tout un passage qui ne sert à rien. Parce qu'en gros, pour vous montrer tout ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Ce sont les 4 équipes qu'on a ici. Les Warp Coven, on a Zadmek, Hunterclade, on a les Wyrmblade, on a les Danseurs de la Toile ici. D'ailleurs, ça va être l'occasion de vous montrer pourquoi c'est pas tout à fait exclusif. Il y a 70 pages à peu près exclusives, voire un peu moins, et 80 pages qui ne sont pas exclusives. Dans ce qui n'est pas exclusif, on a les Hunterclade, clade de chasse. D'ailleurs, c'est un nom très très nul parce que les taux dans le compagnon s'appelaient les Hunter cadrés, donc cadre de chasse. C'était tout à fait nul et risible. Merci Games et merci les traducteurs aussi pour pas avoir changé la situation. On avait ce premier White Dwarf qui est sorti en même temps que la sortie du jeu, en septembre, enfin quelques semaines après, parce que White Dwarf sort vraiment vers le milieu, fin du mois,
Il est sorti vers la mi-septembre 2021, cette fois je me trompe pas. Et on avait donc la première manière de voir des figurines classiques de 40K. D'ailleurs c'était bien avec les admecs parce que ceux qui avaient démarré Kill Team en 2018 avec l'édition 1 du jeu avaient déjà plusieurs figurines, moi compris. Donc vous avez juste à réutiliser au film de KT18 si vous avez déjà fait une team pour la faire en Interclade, à quelques figurines près évidemment, vous le savez. Donc ça c'était le White Dwarf 468 et c'était un vrai tournant, un vrai début. Il y avait même un rapport de bataille à l'intérieur qui montrait ça. On avait les notes de concepteur avec le fameux Elliot Hammer qui est notre héros à tous parce que c'est le lead designer de ce merveilleux jeu. Ensuite, on avait en incrustation qui arrive ici, on avait les Warp Coven dans le White Dwarf 669 qui était le numéro juste après. Donc 2 numéros les uns après les autres, on a eu une nouvelle team sur mesure. L'idée était que les concepteurs nous donnent assez rapidement quelques teams sur mesure pour qu'on comprenne un peu ce qu'allait donner le jeu. Parce qu'au début, on n'avait que les Vedguard et les commandos orques. Donc dans l'idée là déjà, en septembre, on avait une 3e équipe et en octobre, on en avait une 4e. Les Warp Coven, ça continue d'être joué, c'est super. D'ailleurs, les Interclade, grâce à la dernière Balance Data Slate de juillet ou juin dernier, eh ben, ils sont devenus hyper forts. Et on pourra en parler tout à l'heure, c'est encore plus fort maintenant dans Into the Dark, dans le noir. En incrustation, ici, vous allez avoir le White Dwarf 472 qui était fait pour accueillir nos merveilleux Wormblade, la lame de Givre, donc les Genestealer Cult, tellement de mots pour dire une même chose presque. On avait encore une nouveauté qui était encore plus stylée, c'était qu'on commençait à avoir des personnages qui sont des élites ou des commandeurs, en tout cas des personnages un peu uniques qu'on achetait dans des blisters, et donc c'était l'occasion de les sortir de l'univers 40K et pouvoir les rajouter dans Kill Team. Et ça c'était quand même une très belle chose parce que ça pouvait montrer que l'univers de Kill Team va aller pouvoir prendre des choses de vraiment partout, et là on le voit aussi avec Into the Dark, va pouvoir créer des choses juste pour lui-même. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut remercier à la fois le marketing et à la fois les concepteurs de games, c'est d'avoir compris que ce jeu pouvait être vraiment beaucoup plus intéressant que ce qu'il ne l'était en 2018, qui était une sorte de ressucé et de version un peu simpliste de 40K, avec les mêmes profils, les mêmes choses, et là vraiment le principe était vraiment mieux. Donc on a aussi dans le Compendium une team Genestealer Cult qui au final était pas si horrible de mémoire parce que Ace a déjà gagné des tournois avec, même si ça ne veut pas tout dire. On a dans cette team Compendium plusieurs Fire Team, donc c'était vraiment ce qu'on avait à l'époque dans le Compendium, plusieurs styles d'unités qu'on mettait ensemble par Fire Team et on pouvait avoir notre équipe. Là dans les Wormblade vous aviez 14 figurines il me semble, avec des cultes, des agents du culte qui comptaient pour 2 figurines. Vous pouvez avoir 2 agents du culte maximum, donc souvent on en jouait 12. On en joue toujours 12. Et on va encore plus en jouer parce que c'est encore plus fort dans Into the Dark, encore une fois. Et la différence avec le Compendium, c'est qu'il n'y a pas toutes les unités du Compendium dans la team Wormblade. Et en plus, il y a des nouvelles unités dans la team Wormblade. Je vous fais longtemps sur ça, mais juste pour vous dire que mon point, c'est que dans la Balance Data Slate, on voit que certaines teams sont totalement remplacées depuis le Compendium par des teams White Dwarf ou des boîtes. C'est le cas avec les Arlequins qui sont juste après dans les White Dwarf parce qu'ils sont remplacés parce que la team de sur mesure, elle est avec les mêmes figurines, voire plus que la team Compendium. Et pourquoi les Genestealer Cult ne sont pas remplacés? C'est parce qu'il y a des teams comme les Néophytes hybrides, enfin une Fire Team, qui n'est pas transformée encore en team sur mesure. Donc peut-être que cette team va être exclue des tournois légaux lorsqu'on aura des teams sur mesure qui ont des néophytes hybrides. Enfin, tout ça pour vous dire que le Compendium est encore utilisable, mais de moins en moins avec le temps. Ensuite, on a, voilà, là, je vous en parlais, je vous ai déjà un petit peu teasé la chose, on a les Arlequins. Déjà, ce numéro-là, il était super cool à avoir, le 474, parce qu'on avait pour la première fois des cartes détachables pour 6 équipes, il me semble 6, qui étaient des teams de faction boîte. On avait les 3 premières boîtes, Octarius, Shalnat et Narkmoon, avec des cartes. Et c'était la première fois qu'on avait ça, on était hyper contents, sauf qu'elles se mélangeaient mal, voilà. Et des gens très chanceux comme moi avec des sleeves spéciales Kill Team. Ça, pourquoi c'est super rigolo? C'est parce qu'on a une équipe qui était déjà très très forte, les Arlequins, avec le vol, avec le Dominophile qui était incroyable dans la version Compendium, qui s'est fait un petit peu nerfer dans la partie White Dwarf sur mesure. Et on avait 2 unités en plus, on a toujours 2 unités en plus, le Death Jester
et le bouffon tragique, qui est le Shadow Seer, je ne sais plus son nom en français. Et en fait, on avait juste qu'à récupérer nos figurines de la team Compendium. On en avait une ou deux en moins, il me semble, par rapport à avant. Et on achetait pour 2 fois 25 balles, il me semble, le Jeffchester et le Shadow Seer. Et on avait la team qui était Harlequin, qui continue encore à être très très forte, qui a un peu tout déségalé sur son passage, qui s'est fait récemment nerfer avec la balance Data Slate. Donc voilà, les Void Dancer Troop et les Danseurs de la Toile, version VF dans le 474. Tout ça pour vous dire, tout ça on l'avait déjà en fait, tout ça on l'a déjà. Donc dans l'annual, ce sont à peu près toutes les pages de fin, à partir de la page 76, tout ça là, on voit ici c'est le démarrage avec les Warcoven coteries du Warp, tout ça ne sert à rien, voilà. On le repassera très rapidement en vue dans la vidéo, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est encore meilleur maintenant dans Into the Dark, c'est aussi ça qui peut être intéressant à savoir, mais tout ça ne vous servira à rien si vous avez tous les White Dwarfs. Ou même si vous avez Warhammer Vault, parce qu'il y a quasiment tous ces White Dwarfs déjà dans Warhammer Vault. Donc si vous êtes un abonné de Warhammer+, il y en a à peu près 2 en France, dont moi, et ben on a ces teams gratuitement. Et vous avez encore une troisième option, même on peut dire que c'est la meilleure et même la seule, voilà, c'est la préférée, c'est Kill Team Builder. Merci à toi Alexandre Ticoc d'avoir déjà mis toutes ces équipes depuis de nombreux mois sur Kill Team Builder. Vous avez l'occasion de pouvoir créer votre équipe, d'en faire un PDF et d'avoir toutes les différentes variations avec tous les équipements pour pouvoir faire vos rosters en direct afin d'avoir toute votre équipe sur votre tablette si vous jouez comme ça. Puis même une petite exclusivité qui nous est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble que c'était il y a 3 jours selon le jour où sort cette vidéo, et ben Alexandre a déjà mis toutes les teams de l'annual et de Into the Dark. Donc on va avoir l'occasion d'avoir les Navy Breacher Sapper, les crews de Paransté d'Exoroder et aussi nos 2 autres teams qui sont déjà bien teasés ici, les Vérole Geller, donc Gellerpox Infected, et les corps stellaires des Lucia et Lucian Star Strider, de mémoire en VO. Voilà, donc on va pouvoir parler de ça tout de suite. Et j'ai failli oublier ces quelques pages là qui sont perdues en plein milieu du livre, qui sont un des packs de missions qu'on avait déjà. Il s'agit des packs d'opération mission critique Sentinelle qui étaient incrustations dans le White Dwarf 476 avec les mêmes pages qu'on avait dedans. C'était la première fois qu'on avait des nouveaux styles de jeu, des nouvelles missions, et on était tout à fait étonnés de voir ce que c'était, et on a été tout à fait déçus quand on a su ce que c'était, parce que en gros c'était une sorte de mini-jeu, on va le voir tout à l'heure, où il y avait en début de partie, à la place du pierre-feuille-ciseau habituel avec fortification, infiltration et sprint, on avait une sorte de mini-jeu avec 2 défenseurs et un attaquant, et le principe c'était que chacun allait se déplacer un petit peu chacun de son côté jusqu'à un moment que les défenseurs donnent l'alerte pour ensuite inaugurer le démarrage de la partie. Cependant l'attaquant avait eu l'occasion déjà de marquer des objectifs, de pouvoir bien se placer avec un personnage assez important, des fois une sorte de sniper qui pouvait se mettre dans un très bon vantage point avant de démarrer la partie. Et donc ça, pas grand monde l'a utilisé, c'était un peu triste, mais vous les avez toujours ici. Donc voilà, maintenant on va passer au vrai vif du sujet. Vous l'attendez, vous l'attendez, vous l'attendez, c'est la lecture. On se retrouve sur mon plancher à présent mondialement connu pour démarrer la lecture avec le chapitre Créer une killzone. Et maintenant je déconne parce qu'il s'agit du White Dwarf 478, il ne s'agit absolument pas de l'annual, et je voulais vous montrer ça parce que c'est une des sortes de déceptions qu'on a déjà dans cet annual, c'est qu'il n'y a pas cette partie-là. Il n'y a pas cette partie où on pouvait avoir plein de règles de décor pour créer ces killzones, qui sont d'ailleurs, à mon avis, une manière de pouvoir montrer aux joueurs qu'on peut continuer à jouer à Kill Team dans la première saison, donc en extérieur avec les 4 premières boîtes, avec de nouvelles règles, qu'on peut créer ces maps, qu'on peut vraiment faire vivre ce jeu sans forcément être obligé de passer dans Into the Dark, dans le noir, avec les multiples terrains qu'il aurait fallu acheter normalement. Donc pour moi, ça c'est un signe pour pouvoir montrer qu'on peut quand même s'en sortir, qu'on peut quand même continuer à ce jeu-là. Cependant, ces règles-ci, là, il y avait une petite dizaine de pages avec des super règles comme Exaltant, avec le fait que quand une unité elle est à côté d'un élément de décor, à chaque fois qu'elle perd un PV, elle a une sorte de Feel No Pain 5+, ou sur un lancer de dés, sur un 5 et 6, elle ne perdrait pas son point de vie.
Donc c'est plein de nouvelles règles et tout, ça réindique comment c'est une kill zone. C'était au milieu de ce White Dwarf et c'est dommage que ça ne soit pas dedans. Allez, on y est vraiment, on va vraiment l'ouvrir cet annual, je sais que vous en avez envie. On est à l'intérieur toujours avec notre beau signe de Kill Team. Un très beau sommaire et d'ailleurs ils disent merci aux playtesters, les membres du First Claw, c'est super cool, eux n'ont pas été virés depuis le début, c'est plutôt chouette. On est ici avec l'introduction et on retrouve la belle image qui était dans la boîte initiale de sortie des Vérole Geller et des Corps Stellaires des Lucia, c'est-à-dire la boîte Kill Team Rogue Trader qui est sortie en septembre 2018, un petit peu après le début du jeu. Et même c'était le début de l'emballement de Kill Team 2018 parce que juste après il y a eu les Commanders et puis quelques mois après il y a eu les Élites et après c'est devenu n'importe quoi et le jeu a un peu périclité. Donc on arrive déjà dans ce qui nous intéresse le plus, enfin en tout cas moi qui m'intéresse quasiment le plus. Je sais ce qui vous intéresse le plus, c'est les nouvelles factions mais moi ça m'intéresse énormément ça. Les packs de missions multijoueurs. Parce qu'on dit souvent, ah, comment est-ce qu'on fait pour jouer à 3? Comment est-ce qu'on fait quand on est impair dans nos parties? Eh bien, maintenant, vous avez une solution. Les missions multijoueurs. Donc, comment ça se présente? Ça se présente en 2 tableaux avec le nombre de joueurs, un tableau pour 3 joueurs, un tableau pour 4 joueurs. Et là, c'est assez étonnant parce que vous avez un ordre des joueurs. Alors, d'habitude, dans Kill Team, on a des attaquants et des défenseurs, ce qui est très classique. Le défenseur choisit son terrain. Après, il placera ses personnages en premier et après, il aura un malus sur l'initiative dans le sens où c'est l'attaquant qui a, s'il y a une égalité, il pourra avoir l'initiative, des trucs comme ça. Et il se trouve que dans l'ordre des joueurs, c'est un peu différent, ça devient vraiment un cycle. C'est on choisit au dé le premier et le deuxième joueur, bon, ça tranquille, voire même le quatrième si on joue à 4. Et en fait, le premier joueur va se déployer, le premier joueur va jouer. Et c'est vraiment comme ça va être un truc comme ça. Et ça va pas être vraiment en sens inverse à un moment. C'est le premier joueur à se déployer, premier joueur à poser les barricades, premier joueur à jouer. Enfin, pas forcément dans cet ordre, mais c'est ce genre de choses-là. Les kill zones sont composées de 2 panneaux de Kill Team classique, donc Kill Team Ocre. Pour ceux qui se rappellent qu'il n'y a que des terrains Ocre dans les 4 premières boîtes de Kill Team, vous les mettez 2 côte à côte et vous arrivez sur un terrain pour Kill Team multijoueur. Les zones d'insertion et de placement, elles ressemblent à ça selon les scénarios. Donc là, vous avez un triangle, là, vous avez des carrés. Vous avez des objectifs souvent au milieu. Les OP tactiques. Alors, ils ne conseillent pas d'utiliser des OP tactiques parce que, comme ils le précisent, elles sont prévues pour être mises sur un seul plateau de 30 pouces par 22 pouces. Et à la place d'utiliser des OP tactiques, on va avoir le droit d'aller jusqu'à 18 points de victoire. Évidemment, pour les 2 points de peinture pour amener à 20. Sauf qu'ils disent, éventuellement, si vous vous concertez entre vous, vous pouvez utiliser des OP tactiques. Donc il y aura peut-être des gens qui feront des guides d'utilisation des OP tactiques en partie multijoueur, voire même des guides de positionnement de terrain, parce qu'il n'y a pas de terrain positionné comme dans les packs narratifs de chacune des boîtes. Il va falloir se débrouiller tout seul, et j'ai envie de dire, pourquoi pas. Mais ça peut vraiment créer des déséquilibres énormes si on ne sait pas comment placer ces terrains, parce que les terrains lourds vont pouvoir donner des masqués hyper importants, et si on n'en met pas, ou alors si on fait exprès de pas en mettre, ça va donner vraiment des déséquilibres en fonction des factions. Donc c'est très important de savoir comment on fait son terrain encore plus dans des missions multijoueurs à mon avis. Le repérage et l'initiative, en fait, voilà, c'est comme je vous disais, ça va se faire par rapport au début de l'ordre des premiers joueurs, au début, le premier joueur active en premier, et après, vous avez d'éventuelles modifications, si vous avez des règles pour changer l'initiative. Donc voilà, on a une jolie image de 3 bonhommes qui se font la guéguerre autour de Babaril. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? On a 3 missions pour 3 joueurs, 3 missions pour 4 joueurs. Vous voyez que les missions pour 4 joueurs sont des carrés avec plein d'objectifs. Je peux vous en lire une rapidement. Il me semble qu'il y en a une qui est assez intéressante dans le sens où on va pouvoir déplacer des objectifs pour ensuite essayer de les ramener encore plus vers chez nous. Ça, c'est assez rigolo. Voilà, c'est ici. Épave éparpillée. L'idée, c'est qu'il y a un pion alpha au milieu. On a 6 pions autour. Donc, vous voyez, ils sont toujours à équidistance entre plusieurs points. Et ces points-là, objectifs un peu bêta, on va pouvoir les déplacer de jusqu'à carré, donc 3 pouces. Et ensuite, on aura l'action fouiller l'épave.
on va pouvoir faire des fouilles sur un pion objectif non alpha. Donc non alpha, c'est tous sauf celui du milieu. Dans les points de victoire, c'est chaque fois qu'un agent ami effectue l'action fouille et l'épave, vous marquez un point de victoire, jusqu'à un maximum de 4 points de victoire par joueur et pas tournant. Et à la fin de chaque tournant après le premier, si des agents amis contrôlent le pion objectif alpha, vous marquez 2 points de victoire. Donc ça va être à la fois une guerre sur les côtés et à la fois une guerre sur le milieu. Ça va être hyper intéressant. Et à la fin de la bataille, pour chaque pion objectif que les agents amis contrôlent, vous gagnez un point de victoire. Donc c'est parce qu'on a des points de victoire assez élevés, vous voyez, on peut en faire 4 par tournant, celui du milieu il va faire 2. Donc c'est pour ça qu'on peut arriver jusqu'à des 18 points de victoire. C'est pour ça que c'est intéressant. Alors moi, il me tarde vraiment de voir si, par exemple, des dispositions comme ceci à 3 joueurs sont pas trop déséquilibrées. J'ai l'impression que les distances à chaque fois sont assez intéressantes. On sait toujours que quand on a 3 joueurs, va y avoir 2 qui vont focus 1, mais peut-être qu'avec les placements de terrain ou avec juste les opportunités possibles dans ce jeu, parce qu'il faut pas oublier que c'est un jeu de positionnement avec des terrains qui sont hyper importants, ce sont aussi des acteurs du jeu, le terrain et les éléments de terrain, et on va pouvoir vraiment se dire, est-ce que je vais essayer d'aller sur ce joueur-là ou sur ce joueur-là? C'est sûr que si un joueur qui a que quelques modèles importants se fait prendre 2 tirs de plasma en début de la partie et qui se retrouve à 4 alors qu'il a activé que 2 figurines, eh ben il va être vraiment dans la panade ce joueur-là. Donc je pense que c'est quelque chose qui va être très intéressant, il va falloir jouer aussi avec le fair play des joueurs et peut-être que certaines équipes vont être beaucoup plus intéressantes que d'autres. On imagine forcément que lorsqu'il y a 14 pélos avec 4 armes comme chez les Vedguard, ça va être potentiellement plus facile à jouer que des intercesseurs, mais je les ai pas encore fait donc je ne sais pas encore. Voilà, on a aussi d'autres missions à 4 joueurs, c'est très intéressant. Et puis maintenant on va passer au prochain pack, le pack de dernier carré. Alors ça on s'y attendait pas à celle-ci et c'est hyper rigolo. Ceux qui ont vu les vidéos à l'anglaise le savent. Là déjà on va voir de retrouver les belles illustrations de Shalnat qui sont trop bien, qu'on aimait beaucoup dans nos cœurs pour toujours. Shalnat, qu'est-ce que c'est que ces missions de dernier carré? Ce sont des missions dans lesquelles le défenseur qui va représenter le dernier carré, oh là là, incroyable, c'était donc vraiment pour dernier carré militaire et pas dernier carré à 3 pouces que on avait ce nom de pack de mission. L'idée, c'est que voilà, on a plus que nos élites des élites, nos vétérans qui sont là après une grande guerre, ils vont devoir faire une dernière mission, transmettre des informations, résister le temps que les secours arrivent. Et l'attaquant, lui, il va avoir une pléthore de figurines car ces unités vont pouvoir revivre et revenir pour aller acculer le défenseur jusqu'à la mort. Exactement. Donc c'est un mode de jeu qui a l'air trop rigolo, qui se joue sur un terrain classique avec des décors que vous voulez et que vous souhaitez, avec quelques petits tricks et quelques petites règles très rigolotes pour le défenseur et l'attaquant. Le défenseur est donc évidemment, et c'est assumé, c'est vraiment écrit, il est dans une situation délicate, il va mourir. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on joue dans ce jeu-là? C'est vraiment écrit ici. En gros, l'idée, c'est que vous allez faire 2 parties. La partie où le joueur 1 sera défenseur, le joueur 2 sera attaquant, et une partie où ce sera l'inverse, sur le même scénario. Et on va voir qui tient le plus longtemps ou qui marque le plus de points de victoire, ainsi que le nombre de PV enlevés à l'adversaire. Donc vous allez prendre en compte le nombre de tournants que dure la partie, le nombre de PV enlevés de chaque côté, et à la fin de vos 2 parties, vous allez comparer vos scores pour dire qui a été le meilleur carré de la partie. Donc ça prend vraiment un week-end à faire ça peut-être, hein, parce qu'en plus, comme vous allez faire revivre des bonhommes, ça va durer plus longtemps une partie. Donc on va peut-être partir sur 3-4 heures, si vous êtes habitué à jouer en 2h30. Voilà, 2 heures, 2h30. Donc ça va être trop rigolo. Les positions défensives, c'est une sorte de draft de terrain. Donc c'est trop étonnant aussi. Le défenseur choisit 3 éléments de terrain qui n'ont pas encore été placés et les met en réserve. S'il en reste moins de 3, il en choisit autant que possible. L'attaquant choisit un élément de terrain de la réserve et le place. Donc vous mettez X éléments de terrain, vous prenez votre boîte d'Octarius et vous séparez vos éléments. L'attaquant choisit un élément de terrain et le met en réserve. Il ne peut pas le placer à 6 de la zone d'insertion du défenseur et les terrains lourds ne peuvent être pas placés à carré les uns des autres. C'est très intéressant ça comme règle de placement de décor. On peut presque se dire que c'est une règle de placement de décor qu'on peut utiliser en partie, même si des fois c'est quand même pratique d'avoir des décors à côté de sa zone d'insertion, mais c'est hyper intéressant qu'ils aient cadré ça. Le défenseur place les éléments de terrain restants de la réserve. Il ne peut pas les placer voilà, dans les mêmes conditions à 6 de la zone d'insertion de l'attaquant et les terrains lourds ne peuvent pas être placés à carré les uns des autres.
Donc, à placer les agents, l'attaquant doit placer ses agents en premier. Tiens, dites donc, c'est intéressant ça. Et doit les placer entièrement dans sa zone d'insertion. Il ne peut pas utiliser de règles lui permettant de placer des agents arrière. Tiens, encore plus intéressant. Donc, pour les commandos, on ne pourra pas faire de frappe en profondeur, pour les clades de chasse non plus. Effectif supérieur. Donc ça, c'est pour dire qu'en gros, lorsqu'un agent de l'attaquant est neutralisé, il a des chances de pouvoir revenir sur le terrain. Voilà, sur un lancer entre 1 et 3 ou 4+, voilà, il revient sur la kill zone avec une préparation. Tout ça, je vous laisse le lire entre vous, mais ça veut dire que ça va être une sorte de marée humaine. Et il y a une note de concepteurs qui disent que si on joue en narratif, parce que ça peut être une bonne idée de faire cette mission-là en dernière mission d'une campagne narrative peut-être, si vous avez des honneurs de bataille et des agents qui ont des choses stylées sur eux ou même des séquelles de combat, eh ben on ignore tout ça pour l'attaquant. Par contre, le défenseur, lui, va garder toutes ses séquelles de combat et tous ses honneurs de bataille et l'expérience. Donc c'est hyper rigolo de pouvoir se dire que en fait le défenseur, il est vraiment baraque, c'est vraiment expendables contre l'ensemble de l'armée de l'attaquant. Les OP tactiques ne sont pas utilisées, ça me semble pas déconnant, et la bataille ne s'achève pas forcément à l'issue de 4 tournants, ça peut aller plus loin. Cela signifie que le défenseur ne peut pas gagner, c'est une question de temps avant que l'attaquant parvienne à le mettre au tapis et remporte la victoire. Telle est la nature des missions du dernier carré, à savoir déterminer combien de temps le défenseur parvient à survivre. Magnifique. Le défenseur aura le droit à des atouts de dernier carré, qui sont à la page d'après. Tout ça, c'est une sorte d'armada et de munitions et de défense spéciales pour pouvoir préparer votre terrain. Vous allez pouvoir choisir 4 de ces éléments de dernier carré. D'ailleurs, à noter que les relances tactiques et relance tout court ne peuvent pas être utilisés pour relancer des dés de défense ou d'attaque, de tir sur ça. Donc c'est hyper intéressant de l'avoir mis, c'est ici dans le petit paragraphe. Mais vous allez pouvoir avoir des choses très rigolotes. Alors, un de mes préférés, c'est les grenades à fil de détente. Vous allez pouvoir placer 2 pions qui sont à 2 ronds les uns des autres, donc à 4 pouces, évidemment à 6+ de la zone d'insertion de l'attaquant. Et l'idée, c'est que quand un des ennemis passe au travers, c'est comme un fil, et ben en fait le fil détonne, et vous allez pouvoir faire une attaque, 4 attaques, 3+, 4-5, PA1, implacable. Donc relance de tous les dés ratés, c'est incroyable, surtout avec le PA1, c'est très fort. L'ennemi peut éviter de faire utiliser les fils de détente s'il a le mot vol, donc évidemment on va pas faire ça sur des arlequins, mais ça c'en est un parmi tant d'autres. Vous pouvez avoir le couvert renforcé. Tant qu'un agent a un ordre de dissimulation est à couvert grâce à vos barricades, les autres agents ne peuvent pas le traiter comme ayant un ordre d'engagement en vertu d'un promontoire. Donc c'est très intéressant pour planquer un sniper encore plus sur un promontoire, peut-être. Parce qu'en fait, vous mettez un pion, et ce pion-là vous permet de donner cette caractéristique-là. À voir si on a le droit de mettre les pions sur les terrains, je suis pas sûr. La cache de munitions. Placez un de vos pions cache de munitions n'importe où dans la kill zone à plus de 6 de la zone d'insertion de l'attaquant et pas sur un élément de terrain. Tiens, là c'est expliqué explicitement, donc c'est pratique. Sauf s'il a le trait insignifiant ou si c'est sur un promontoire. Waouh, trop bien. Merci de le spécifier. Chaque fois qu'un agent ami effectue une attaque de tir à rond de la cache de la munition, à l'étape jetez les dés d'attaque, vous pouvez relancer un de vos dés d'attaque. Super ça, parce que vous allez pouvoir vraiment créer un dernier carré dans le dernier carré avec des bonhommes qui vont vraiment avoir des relances à gogo, comme on aime le dire. Donc voilà, ça s'en est plusieurs. J'aime bien le champ de mine aussi, parce que dans l'idée, ça va détonner une fois, puis après vous jetez un des 6, le champ de mine reste, mais sur un 5+, on retire le champ de mine. Si le champ de mine a déjà été activé une première fois, on le retirera sur un 4+. Voilà, c'est ce que ça veut dire, et c'est quand même une attaque, 5 attaques, 3+, 4, 5. C'est quand même très intéressant. Peut-être même plus que les grenades, hein. On sait pas. Mais après, l'adversaire va pouvoir vraiment essayer d'éviter les terrains, et donc il va falloir créer les goulots d'étranglement avec les décors, et c'est ça qui est magnifique dans ces règles. On a donc 3 petits scénarios, je vous en montre un. Bannière plantée, à l'étape générer les points de commandement à la phase de stratégie. Si des agents amis contrôlent le pion objectif, vous gagnez un point de commandement supplémentaire. La bannière, elle est du côté du défenseur, évidemment. Et objectif de mission, si les agents de l'attaquant contrôlent le pion au début du tournant et à la fin du même tournant, l'attaquant gagne. Donc il va falloir rester un tour entier autour de la
bas de la bannière. C'est pas parce qu'il y en a un qui vient et qui se fait shooter que c'est fini pour le défenseur. C'est hyper intéressant, c'est hyper fluff. Il y a un peu cette ambiance-là aussi dans cette image-là. On a 2 scénarios supplémentaires où là, il va falloir contrôler les 3 objectifs à la fin du tournant. Et là, il va falloir tuer un agent qui sera spécialisé pour faire une transmission, qui aura un LPA de moins pendant toute la partie. Vous pouvez le planquer dans le plus grand coin ici. Et si cet agent chargé de transmission est neutralisé, l'attaquant gagne. Donc vous pouvez gagner très vite avec des spotters, Vedguards ou des choses comme ça. C'est très intéressant. Préparez la scène finale. Mettez du temps et du hobby avec des caisses un peu préparées ou des embuscades de squig. C'est très mignon. Ça dure 1 page et c'est tout. Pack de mission Sentinelle, on va pas spécialement trop passer dessus parce que je vous l'ai dit, il est dans un des White Dwarfs comme je vous ai dit en début de mission. Mais il y a un truc intéressant, c'est que il y avait déjà 3 scénarios de Sentinelle dans Kill Team Morok. Il précise que ce ne sont pas les mêmes règles, donc c'est pas parce que vous avez Morok que vous allez avoir ces règles-là. Là, c'est vraiment 6 scénarios qui sont faits pour être joués avec ces packs de Sentinelle, avec le principe que voilà, 2 agents défenseurs vont pouvoir se déplacer, il y aura un attaquant qui va aussi pouvoir se déplacer. L'idée, c'est que le défenseur donne alerte pour démarrer la partie. On met tous les bonhommes sur la map et ensuite on démarre enfin notre partie. C'est une sorte de mini-jeu. Là, on a une galerie Kill Team du studio. Ça dure 2 pages, 2 pages, ouais, 2 doubles pages, c'est rigolo. Là, on a des Katashan, là, on a des commandos. Là, on a les corps stellaires d'Elucia par Maxime Corbeil, donc un Français, un Frenchie, qui sont contre les légionnaires de Tanguy Jolivet, un Français, un Frenchie. Et ici, j'aime beaucoup cette légion-là. Ce sont les Emperor Spears, qui sont aussi peints par Tanguy Jolivet, qui sont tirés du roman C'est le Moment Book Club, La Lance de l'Empereur par Aaron Dembski-Bowden, qui est un superbe livre, voilà, qui a toute une partie lore sur un peu ces guerriers, sur ces Astartes qui ont une sorte d'ambiance celtique, un peu valalesque aussi, dans leur gène. Et dans un des White Dwarfs, le White Dwarf 460, on avait l'exhibition des Emperor Spears de Tanguy Jolivet. Ils sont magnifiques, ils sont là, vous avez même des schémas de couleurs. Et je vous conseille grandement ça. C'était la petite pause Book Club. Et on se retrouve pour le moment tant attendu, les Kill Team. Évidemment, vous n'attendiez que ça, je vous connais, les petits coquinous. Page 44, Corps Stellaire d'Elucia, page 63, Vario le Guélaire. Ensuite, on a Coterie du Warp, Clade de Chasse, Lame de Give, Danseur de la Toile en VF. Kill Team Corps Stellaire d'Elucia, on retrouve de belles illustrations qui étaient dans la boîte Kill Team Rogue Trader. De quoi pouvoir composer ses noms, son historique. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. Kill Team de Corps Stellaire d'Elucia. Je voulais faire une petite note pour dire que c'était la première fois qu'on avait des personnages nommés Elucia Van dans Kill Team. Et ça, c'est trop bien, ça peut ajouter vraiment encore une autre dimension au jeu, parce qu'on l'attend, on le sait, on voudrait les fantômes de Gaunt, on voudrait la Kill Team Cassius, on voudrait, je pense, à Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac dans une Kill Team. Ça, on voudrait vraiment des personnages nommés, ça, on les veut. Et il y a bien écrit, Elucia Vine ne peut être ajouté qu'une seule fois à votre liste ou votre plaque de données quand on joue en narratif. Donc, c'est hyper rigolo. Reconnaissance, sécurité, sécurité, c'est quand même balèze. Reconnaissance, ça va peut-être marcher aussi. On a dans cette équipe Elucia, la leader, qui même, il me semble, était une commandeur à l'époque pour Kill Team 2018. Le Canidé, l'exécuteur du culte de la mort, Electromaster, Adepte, Rejuvena. Et ensuite, un cosmomètre, 3 cosmomarins équipés d'un fusil laser et un cosmomarin avec un canon rotatif. Donc, c'est clairement des Navy, mais qui s'appellent pas pareil. Ce sont des cosmomarins. Les OP tactiques, vous en avez 3 de faction. J'aime bien réputation à tenir, vous allez voir, parce qu'il y a aussi un parallèle avec les Gellerpox. Lorsque vous le révélez, il va falloir tenir un compte de réputation. Donc c'est le nombre de PV qu'enlève votre leader. Et à la fin de la partie, si votre compte de réputation est de 12 ou plus, vous marquez un point de victoire. Et si votre compte de réputation est plus élevé que celui de votre adversaire, donc que les points de vie enlevés par le leader adverse, vous marquez aussi un point de victoire. C'est trop rigolo. Celui-là, il est un peu compliqué parce qu'en gros, c'est l'Electromaster qui va devoir aller à droite à gauche pour aller être autour de l'objectif. C'est un peu compliqué. Et après, voilà, il y a une question run to one objective. Et l'idée, c'est de pouvoir marquer encore plus de points si on réussit à contrôler tel objectif
qui a été choisi par l'adversaire. Donc c'est très rigolo celui-là, à tester. Là, on est dans le lourd, le très très lourd. Les aptitudes de faction. Il y a 2 grosses aptitudes, la concession commerciale et les éléments d'appui corsaire. La concession commerciale, ce sont 3 petites bonus qui sont parmi 6 bonus à choisir, que vous pouvez utiliser selon les conditions du mot « quand » et qui vont vous donner des bonus très très intéressants. Alors, contrainte à lorsque on tire le dé pour choisir la zone d'insertion entre attaquant et défenseur, vous pouvez relancer le dé. Donc si vous voulez vraiment être attaquant, vous pouvez faire ça. Coordonnées. À la fin de l'étape, choisir une kill team. Ajouter un PC à votre réserve. Cool, ok. Terme adaptable. Au début de l'étape, choisir les OP tactiques. Vous pouvez choisir des OP tactiques de 2 de vos archétypes au lieu d'un seul. Ça va être incroyable. Donc vous allez pouvoir mélanger reconnaissance et sécurité avec également vos OP tactiques de faction. Donc là, on va pouvoir faire du theorycraft et du list building de OP tactiques. C'est pas magnifique tout ça. Contrepartie, au début de l'étape choisir de l'équipement. Vous pouvez choisir de l'équipement de bataille pour une valeur de 6 points supplémentaires. C'est incroyable. Après, on verra que les équipements sont pas folichons, donc peut-être qu'avec 10, ça nous suffit. Mais si vous voulez plein de visières, c'est rigolo. Explorer. À la fin de l'étape repérage, vous allez pouvoir faire une étape de repérage bonus comme le sprint ou le changement d'ordre. Mais évidemment, ce sera toujours le choix initial qui permettra de choisir entre attaquants et entre le tour d'initiative du premier tour. Prendre à la phase d'initiative, après avoir tiré au dé pour déterminer l'initiative, vous pouvez relancer votre dé. Bon, bah très bien tout ça. Les éléments d'appui corsaire. Oh là là, ça fait mal. Si vous avez une ligne de vision, une ligne de vue à partir de Elucia ou d'un Avis, hormis le Canidé, parce que le Canidé est un Avis, donc vous avez quand même 5 figurines qui peuvent faire ça en T1, vous allez pouvoir faire l'un de ces 3 tirs. Alors, ils sont trop forts. Faisceau archéo technologique, 4 attaques, 4+, 6, 7, PA2, barrage. C'est incroyable. Bon, PA2 déjà, l'adversaire a souvent plus que 1 dé. Là, en moyenne, on en a 2 qui passent. 6, 7, c'est très fort. Le barrage, ça peut être aussi très cool. On va voir si c'est faqué ou pas dans Into the Dark, mais en gros, c'est vraiment depuis dessus. On va pas pouvoir faire plusieurs tours d'affilée chaque même attaque, donc on peut pas faire 2 tours d'affilée le faisceau arché technologique, mais on peut faire l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. Voilà, si on en a 2 qu'on aime beaucoup, on peut les varier comme ça, c'est vraiment écrit ici. L'obus guidé, 5 attaques, 4+, 3, 5, barrage déflagration, donc ça c'est vraiment très fort si vous avez déjà une ligne de vue dans Kill Team Outdoor sur un petit paquet de gens, ça vraiment, incroyable. Et là aussi, roquette à sous-munition, 5 attaques, 4+, 2, 3, barrage déflagration carré. Bon, c'est quand même moins bon en termes de défense, donc je garderai toujours l'obus guidé, mais déflagration 3, c'est évidemment encore plus de cibles potentielles. Donc très très fort, hein, très très fort. Subterfuge stratégique, subterfuge tactique, toujours 4 et 4. Je vous en dis 2 de chaque parce que je les aime bien. Explorateur courageux. L'idée, c'est que la team, elle va pas être très très forte et très avec beaucoup de PV. Donc celui-là va nous permettre de pouvoir diviser par 2 certains dégâts lorsqu'on est à rond d'un pion objectif ou à 6 de la zone d'insertion adverse. Donc soit en combat en mêlée, soit lorsqu'une attaque de tir est faite contre lui. À étape résoudre les touches réussies en combat ou en tir, les dégâts seront divisés par 2 arrondis au supérieur de une des touches adverses réussies. Bon, c'est pas toutes, c'est une. C'est bien pour le premier critique. Nouvelle frontière. Jusqu'à la fin du tournant, chaque fois qu'un agent corps stellaire d'Elucia, hormis le Canidé, effectue une action de mouvement normal, il peut se déplacer de triangles supplémentaires pour le mouvement concerné, mais doit terminer le plus près d'une zone d'insertion adverse. Ça me semble tout à fait réalisable et tout à fait intéressant au tour 1. Surtout si vous voulez vous placer à certains endroits, vous allez tout mesurer avant. Peut-être que des fois ça servira à rien, mais si vous mesurez bien, ça peut être très utile. Subterfuge tactique, tir combiné. Il y a quelqu'un qui tire une première fois, le deuxième qui tire sur la même cible pourra relancer tous ses dés d'attaque pour le tir concerné. On a des ajouts de LPA, on a survivaliste, trop bien. Utiliser ce subterfuge tactique quand un agent corsaire d'Elucia est à plus de carré des agents ennemis, il est activé. L'agent ami activé récupère 4 PV perdus.
Vous pouvez utiliser ce subterfuge tactique une seule fois pour chaque agent ami. Ça va coûter cher, mais c'est très bon, évidemment. Et Lucia Vane, elle est ici, c'est une Astra Castrographica leader avec une chevalière laser. Alors on imagine vraiment la bague, c'est vraiment un outil à la James Bond ça. 4 attaques, 3+, 0-0, mais dites donc, portée 3, indirect, donc toujours portée 3 dans Into the Dark. Létal 3+, ah bah dites donc, 0-0, mais BM2. Donc vous avez quand même 2 chances sur 3, sur 4D de pouvoir faire des BM2, c'est extrêmement fort. Vous le faites une seule fois par partie parce qu'évidemment après elle jette sa bague, ou alors elle perd un doigt, mais c'est très rigolo pour s'assurer de faire au moins, allez, 2 BM voire 4 quand même, contre un ennemi qui est un peu attaqué ou un peu résistant, c'est toujours intéressant. Pistolet relique ancestral, 4 attaques 3+, 4-5, portée 6, indirect pour un pistolet, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et P1, toujours bien. Canne rapière monomoléculaire, 4 attaques, 3+, 3-6, létal 5+, donc c'est qu'une épée énergétique un peu moins fort parce que c'est une canne rapière. Invulnérable 4+, voilà, d'accord, très bien. Et elle peut faire une action de combattre ou un tir gratuit à chaque tour, donc littéralement 3 LPA fictifs. Pour ce qui est de ses stats de base, j'aurais dû commencer par ça, mais AG1, 2 LPA, 3 mouvements, 3 de défense, 4+, 8 PA. Bon, globalement, il va y avoir des stats un peu similaires et différentes. Je vous les montrer au fur et à mesure. Le canidé, lui, comme c'est un chien, il a 6 PV, 3+, mais 4 de mouvement, parce que c'est un chien. Une morsure cruelle qui est un bolter perforant, au corps à corps uniquement, évidemment. C'est pas un bolter à distance. Il n'y a pas ces mâchoires qui partent comme ça. C'est un canidé. Il peut ignorer le premier incrément de rond quand il parcourt, escalader, se laisse tomber ou traverse pour une action. Va chercher, qui lui permet d'aller faire un mouvement normal et d'aller récupérer quelque chose sur son trajet. Donc c'est trop cool. Même battre en retraite gratuitement, c'est sympa. Ça fait toujours plaisir. Donc lui, on sait qu'il va y avoir une utilité. C'est vrai d'ailleurs que chacun de ces personnages-là va avoir une grande spécialité. On va le voir au fur et à mesure. Et on va voir aussi un ensemble de bonhommes, les cosmomarins, qui sont 5 quand même cosmomarins, qui vont avoir une sorte de pluridisciplinarité ou qui vont être nos bonhommes de base alors qu'eux seront très très spécialisés. D'ailleurs oui, c'est une team qui a quand même 10 bonhommes à l'intérieur, hein, c'est pas rien quand on le voit ici. Ça fait 5 cosmomarins, 5 spécialistes dont la leader, et ben c'est super cool. Exécuteur du culte de la mort, tiens un assassin, rigolo ça. 3 LPA, faut pas l'oublier ça, 3 LPA quand même. 3 de mouvement, sauvegarde 6+, mais avec une invue à 5+. 8 PV. Masque à aiguille, trop drôle. 4 attaques, 3+, 1-1, portée 6, létal 5+, silencieux, étourdissant, tellement de choses. C'est une dueliste, donc elle peut parer. En premier, c'est une zélote, donc Feel No Pain, 6+. Elle a Assassinat qui peut lui faire changer un ordre pour 1 PA. C'est comme la guérilla des Phobos qu'on peut utiliser dès le premier tour. Le Lectro Maestro, bon, lui là, il a un profil plus classique de LPA, 8 PV, 4+. Pistolet voltaïque, 4 attaques, 4+, 4-4, c'est bien. Portée 6, perforant, projection 1, c'est très bien ça. Il a une attitude de défense qui est très intéressante. Dispositif Voltageist. À chaque attaque de tir contre cet agent, contre un agent ami, à 2 ronds de cet agent. À l'étape jeter les dés de défense, vous pouvez relancer un de vos jets de défense. Donc là, on a une manière encore plus intéressante de pouvoir tanker. Il peut faire les actions de mission pour un pouvoir de moins. Il a 2 champs qui peuvent faire des dégâts ou du ralentissement. C'est intéressant. Le ralentissement, je suis même pas sûr, mais on le relira plus tard. C'est vous qui le relirez à la maison. Adepte Rajuvena, 1 médic, sauvegarde 5+, 2 LPA, 7 PV, un peu plus faible que les autres. Pistolet scalpel, 2 attaques, 4+, 2, 3, c'est pas ouf, c'est un pistolet laser quoi. C'est vraiment le nom. C'est la griffe scalpel, pardon. 3 attaques, 4+, 3, 4, perforant. C'est un bolter de corps à corps performant encore une fois. Ou alors ce sont des mâchoires de canidés. Homme normalisateur, elle n'est pas considérée comme blessée. Même tous les gens autour de 6 et 7 agents ne sont pas considérés comme blessés. Waouh! Chirurgie de terrain, c'est un super médic. Si quelqu'un meurt à côté, elle meurt à côté, donc à carré. Et elle le fait revivre à 3 PV au lieu de 1.
trop cool quoi. Bon après 3 PV c'est pas spécialement une grosse différence par rapport à 1 PV, mais c'est quand même trop bien. Au moins la personne elle mourra pas d'une projection à côté, ce qui peut arriver quand on a un médic souvent. Sérum de soin, encore un meilleur médic. Elle lance D3 plus 3 PV, donc on est minimum à 4 PV, entre 4 et 6 PV régénéré, c'est trop bien. On arrive sur l'épée corps de base, le cosmomètre qui va pouvoir améliorer nos bonhommes de base, qui est un fusil d'artificier, portée courte, portée longue, un gros calibre. Bah lui, il a quand même une bien meilleure portée longue que les Navis, hein. Voilà, on aurait dû avoir ça pour tout le monde peut-être. 4 attaques, 4+, 2, 3, c'est comme un fusil laser, quasiment, c'est trop bien. Voilà, il va améliorer les gens autour de lui, je vous dis pas tout. Le Cosmo Marin avec le canon rotatif, il y en a un seul, 6 attaques, 4+, 3, 4, fusillade lourd. C'est quand même pas incroyable, voilà, parce que c'est lourd et qu'on n'a pas de suspenseur. Ça, c'est le vrai problème, il n'y a pas de suspenseur dans ce jeu-là. Par contre, on va pouvoir lui donner une grenade crack pour lui donner une petite utilité. Et des fusils laser, voilà, des crosses, classiques, on est habitué. L'équipement, la visière anti-reflet, vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs de LPA, LOL, 2 grenades frag, vous pouvez avoir des sauvegardes 4+, à la place de 5+, avec l'armure carapace. Voilà, très intéressant. Et vous allez avoir le surgénérateur radiant qui fait plus en plus aux dégâts des fusils laser. Donc si vous avez pris le bonus de concession commerciale qui s'appelle contrepartie pour avoir 6 points d'équipement supplémentaires, vous avez quand même 3 surgénérateurs radiants supplémentaires. Ouh, ça commence à piquer ça en face, hein, je pense. Parce qu'ils ont à peu près tous des bolters au final là-dedans. Les règles narratives, quelles sont ici, qu'on ne les regarde pas. Et on a à présent la team de Variolo Geller, ils sont magnifiques. Les figurines avaient vraiment fait parler d'elles à l'époque parce qu'elles étaient quand même merveilleuses. On a 4 énormes bonhommes avec une nuée de petits machins. C'est vraiment toutes les échelles cette équipe. Elle est en tout cas super rigolote. De quoi pouvoir créer l'historique. Et on a la faction Variolo Geller, Gellerpox Infected. Je vous montre l'image à l'écran en entier. On a l'archétype sécurité, mais aussi recherche et destruction. Ça marche bien. Vulgar le 3 fois maudit est aussi un personnage nommé. Trop cool. On a 4 gros Hulk qui s'appellent des monstruosités cauchemardesques en français et Hulk en anglais. Parce que je préfère en anglais quand même. We have a Hulk. Un Variolo mutant avec une hache lourde, 2 autres avec arme improvisée, donc vous avez 3 bonhommes de taille moyenne qui vont permettre à scorer des objectifs, ce sont ces bonhommes là. 4 bogueux qui sont des petites saloperies qui vont vous embêter en enlevant des caractéristiques au tir, et vous allez aussi avoir des points d'équipement parce que c'est pas fini, il n'y a pas que ça. J'ai déjà envie de teaser parce que les équipements en fait vous permettent d'avoir des vermines mutantes qui sont des petites saloperies. Vous allez pouvoir en avoir entre 3 et 10 et 3 et 4 si vous avez 10 points d'équipement. L'idée c'est que la première fois que vous prenez tel type de vermine mutante, il coûte 3 points d'équipement, le deuxième en coûte 2, donc chaque duo va faire 5 points d'équipement, donc vous en prenez 2 de chaque et vous choisissez. La vermine mutante, je passe déjà sur ça parce que c'est quand même rigolo, elle va pouvoir faire les actions, juste les actions classiques, universelles, battre en retraite pour 1 point d'action de moins. Et les ennemis qui sont en contact avec elle pourront faire aussi battre en retraite pour une action de moins. Très intéressant parce que c'est vrai qu'en fait ils sont vraiment faits pour ça, ils sont là pour embêter les ennemis. Ils pourront pas marquer de points d'objectif, pourront pas faire marquer de points de victoire. Cet agent ne peut pas être doté d'équipement parce que c'est lui-même l'équipement. Et ni d'équipement rare non plus en narratif. Et il n'est pas ajouté à la plaque de données, il n'a pas d'expérience. Ouais, on va commencer... Allez, non, je vous montrerai les stats après. Là, c'était juste pour vous expliquer le nombre de bonhommes qu'on allait avoir. Donc, 4 gros bonhommes, 3 bonhommes moyens, 4 bogueux et sans doute 4 vermines. Ce qui nous fait 4 et 4 et 4 et 3. Ça fait 15. C'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup. Surtout que vous allez voir, ils sont pas faciles à tuer. Les OP tactiques, je vous montre celle-là parce qu'elle m'intéresse pas mal. C'est l'équivalent de ce qu'on avait vu tout à l'heure en Stellaire des Lucia. Là, on va tenir un compte des points de vie qu'infligent les mastodontes cauchemardesques à l'adversaire. Si votre compte de cauchemar rampant est de 30 ou plus, marquez un point de victoire. S'il est de 50 ou plus, marquez un point de victoire. C'est pas impossible d'arriver au 30. Le 50, à voir ce que ça donne.
La techno-infection, l'idée ça va être de faire des actions pour aller infecter des pions objectifs. Si vous en infectez 3, c'est un point de victoire. Si vous en infectez 4, c'est un petit point de victoire en plus. Les aptitudes de base qui sont de belles cochonneries aussi. Techno-fléau. Tant qu'un agent ennemi est à carré des agents ayant cette aptitude, c'est-à-dire tout le monde a cette aptitude excepté les vermines mutantes, et ben, s'ils sont à triangle, ben, ils auront -1 à la caractéristique d'attaque de tir. Voilà, donc vous imaginez, il y a votre plasma qui s'est fait charger, il y a le gars qui est là, qui vous a pas tué votre plasma, vous voulez vous dégager un petit peu, si vous n'avez pas assez de place, vous tirez moins fort, quoi. Et par contre, c'est à 6 des agents bogueux. Donc ils servent à ça, les bogueux. Ils servent à vous embêter, les petits bogueux. C'est ceux-là, ils sont mignons, il y en a 4. Ils sont là pour vous embêter au tir, ils ont aussi horriblement résistants, même s'ils ont que 3 PV. Et voilà, lui aussi, il a horriblement résistant. D'ailleurs, non, le petit bogueux, il avait une invulnérable à 5+. C'était ça la différence. Parce qu'ils ont tous, sauf les vermines, horriblement résistants. Même les énormes Hulk à 18 et 19 PV. Donc Phil No Pain à 5+, sur qui il est censé perdre 1 PV. Même en blessure mortelle, c'est l'horreur. Voilà. Donc cette team-là, c'est un équivalent de 116, il me semble, points de blessure à enlever, à retrancher. C'est absolument énorme. Les subterfuges stratégiques et tactiques, 4 d'un côté, 4 de l'autre. J'aime bien vous montrer le gameplay de celui-là. Attiré par le vombrissement. Un PC plus. Nouveauté. Choisissez un pion objectif. Chaque agent de la team ami à 6 du pion choisi peut immédiatement effectuer une action sprintée gratuite. Mais il doit en terminer le mouvement près du pion choisi. Déjà, il faut être capable de mesurer, parce que dans Into the Dark, des fois, on ne pourra pas mesurer à cause des portes fermées, donc des fois, on ne pourra pas utiliser ça. Important à savoir. Mais doit en terminer le mouvement près du pion choisi. Ce subterfuge stratégique coûte 1 point de commandement supplémentaire pour chaque fois précédente où vous l'avez utilisé dans la bataille. 1 PC pour la première fois, 2 PC pour la deuxième fois. Trop cool. Émanation de rouille jusqu'à la fin du tournant, tant qu'un agent ennemi est à portée d'engagement des varioleux guélaires ennemis, l'agent ennemi est traité comme étant blessé, sans tenir compte des règles stipulant qu'il ne peut pas être blessé. C'est-à-dire que les Marines, ils l'ont vraiment très profond sur celle-là. Soustrayeront à sa caractéristique de mouvement en vertu du fait d'être blessé seulement et s'il est activé à portée d'engagement de l'agent ennemi. Bon, c'est classique dans ce genre de caractéristiques. Dans les trucs tactiques, il y en a un qui est très rigolo, c'est le stock contaminé. Utilisez ce subterfuge tactique en début de l'étape, choisir l'équipement. Choisissez une pièce d'équipement de la liste d'armées de la faction adverse et choisissez un des effets suivants. Ah, c'est que un des deux, d'accord, mince. Votre adversaire doit dépenser un point d'équipement supplémentaire chaque fois qu'il le choisit pour la bataille, la pièce d'équipement concernée. On pense aux Steams des Navy, des sapeurs, parce que ça coûte que un d'équipement, c'est un wound en plus pour chaque personne qui l'a. Et donc là, vous lui mettez ça dans la tête, il est vraiment pas très content. Et sinon, votre adversaire peut choisir pour la bataille une seule fois au maximum la pièce d'équipement concernée. Ça peut être très intéressant sur peut-être les auto-chastières des noviciates ou tout encore les Steams. Donc ça, c'est circonstanciel, mais ça peut être très embêtant contre certaines équipes. Ou alors même contre les corsaires des Lucia, avec les balles qui faisaient plus 1 plus 1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Moi, j'aime bien le passage en force, parce que vous allez voir que dans Into the Dark, ils seront extrêmement forts, ceux-là, encore plus grâce à passage en force. Utilisez ce subterfuge tactique lorsqu'un agent mastodon cauchemardesque ami est activé. Jusqu'à la fin de l'activation, l'agent peut se déplacer à travers et par-dessus les autres agents et leur socle, comme s'il n'était pas là, et peut effectuer des actions chargées et mouvements normaux en étant à portée d'engagement d'agents ennemis. Donc le mec, il va vraiment foncer, quoi. Il passe dans les couloirs, il dit « je m'en fiche des autres », ça coûte quand même un PC, évidemment, mais ça va être une charge glorieuse pour certains de ces mastodontes. Et il doit finir, évidemment, en respectant les restrictions, comme ne pas terminer sur un socle. Voilà, il y aura d'autres belles choses. On va voir un peu les mastodontes qui sont là. Vulgar, le 3 fois maudit, notre leader, qui était aussi un commandeur à l'époque, il me semble. On a 19 PV. Voilà, prenez le temps de réfléchir à ça. Avec horriblement résistant, Phil No Pain 5+. LPA 2-2. Ils auront tous une LPA 2-2. Comme les guerriers tyrannides, on va voir que c'est quand même un peu lent. Hein. Tout ça, c'est un peu lent. On ne pourra pas tirer, on ne pourra pas charger, on ne pourra pas faire un corps à corps dans le même tour. Lui,
Il a Mastodonte, 3 fois maudit. Les autres, ils ont Mastodonte, cauchemardesque. Voilà, je vous l'expliquerai. Mais Mastodonte 3 fois maudit. Le terrain léger, les agents ennemis et les agents, il y a une caractéristique de PV de 15 ou moins, ne fournissent pas de couvert à cet agent. Heureusement, mais c'est quand même très étonnant que ça n'existait pas pour les guerriers tyrannides non plus, hein, parce que c'était quand même très rigolo qu'un petit guerrier puisse se mettre du couvert enfin qu'un petit Hormagone pouvait donner du couvert à un guerrier. Foyer de l'infection, lorsqu'il est à rond dans l'objectif lors de la phase générer les points de commandement, il souille le pion en question et gagne un PC supplémentaire. C'est très cool pour provoquer des PC en plus, mais vous allez faire le choix entre le placer près des objectifs ou alors le mettre au corps à corps pour mettre des grosses tatanes, parce qu'il tatane fort lui, et d'une manière fiable par rapport au reste. Parce que lui, son ventre, portée 6, torrent 2, 6 attaques, 2+, 3-3. Voilà, je vous souhaite bonne chance. Les armes fusionnées, 5 attaques, 3+, 4-5, remodelées, c'est comme les armes de vétérans, Phobos. Vous avez 2 de ces options, vous mettez ce que vous voulez. Ça, c'est sur une arme de corps à corps. Vous pouvez faire par exemple plus 1 en dégâts normaux, plus 1 en dégâts critiques pour en faire une 5-6. Cool. Vous pouvez faire aussi létal 5+ perforant. C'est très cool aussi. Voilà, il y a plein de choses à faire, brutal ou équilibré. Le boursoufleux, lui, celui qui a une grosse tentacule, c'est le précepte de Cthulhu. 18 PV. Je vous raconte Mastodonte cauchemardesque qui sera pour les 3 autres. Donc c'est très proche de ça dans le sens où le terrain léger vous offre pas de couvert et les unités de 15 PV au moins vous offrent pas non plus de couvert. À voir comment ça joue avec l'histoire de 1 dé d'attaque en moins lorsqu'on est dans Into the Dark et qu'il y a quelqu'un au milieu. Bon, je sais pas, à voir. Je pense qu'on perd quand même une attaque de tir, mais je suis pas sûr. Mais lui, dès qu'il doit faire une action de mission ou une action ramassée, c'est quand même 1 LPA supplémentaire pour le faire. Donc c'est clairement pas eux qui feront ça. Donc ça fait qu'il reste plus que les varioleux mutants ou les bogueux pour faire les actions de mission. Mais c'est leur rôle, ça tombe bien. Étreinte tentaculaire, bon, ça je vous le raconte pas. Ce que je vous raconte, c'est vraiment les tentacules qui ont balayage. L'action de corps à corps, qui est trop cool. Ça va être une sorte de fusillade du corps à corps, dans le sens où l'une des 2 attaques aura 6 attaques, 4+, 3-4. Celle avec balayage, vous allez pouvoir faire 2 fois un combat, 3 attaques, 4+, 3-4. Et c'est très intéressant parce que dans fusillade, on avait l'adversaire à face qui lançait quand même toujours ses 3 dés de défense, et bien là, vous allez quand même faire des corps à corps, donc vous allez au moins en passer 1 ou 2 à chaque fois. Après, c'est quand même du 4+. Ils sont pas extrêmement reliable sur les dés. On a eu le Hurle-Chair qui est une des armes les plus drôles du jeu, encore une fois. Le point mutant tranchant et hachoir. Frappe et taillade, vous choisissez un des 2 évidemment. 5 attaques, 4+, 5-6, ça fait extrêmement mal. Sinon vous avez le tranchage, une seule attaque, dites donc 3+, 8-9, létal 5+. Ça vous permet de faire une charge que vous allez pouvoir aider à partir de passage en force. Vous y allez. Vous lancez un seul dé sur 3+, donc 2 chances sur 3 que ça passe. Vous gardez toujours un petit reroll tactique pour pouvoir faire cette attaque, létal 5+, et vous allez pouvoir faire des one-shots sur tous les gardes impériaux, sur toutes les novices, sur tous les leaders, même les arlequins. Voilà, vous allez pouvoir faire extrêmement mal et des gros one-shots où vous allez pouvoir vraiment faire mal à des marines, évidemment, parce que si vous leur mettez 9 dans les dents, ils sont pas contents en face, hein. Mais eux en face, ils vont pouvoir tout vous répliquer. Donc l'idée, c'est vraiment pouvoir déglinguer une figurine one-shot. Pato Ghost, voilà, Pato Daogo pour les Toulousains qui reconnaîtront. La griffe mutante, celui-là, il a que des attaques à proximité, comme l'autre. 4 attaques, 4+, 6, 7 brutal. Pouah, ça fait mal, hein, tout ça, vraiment. C'est vraiment des mastodontes, mais qui sont pas très fiables pour frapper. Charge épineuse, c'est comme l'Ogreen dans le sens où il charge, il met des D3 blessures dès qu'il a chargé. Très cool, ok. D'ailleurs, ils auraient pu appeler ça et mettre les mêmes mots-clés si c'était la même attaque. Varioleux mutant, on y arrive. Le varioleux mutant, ils ont tous des grenades frag. Très cool quand même. Portée 6, portée 3 dans Into the Dark évidemment. 4 attaques 3+, de 3, c'est cool. Et le masque Gélarcoste. Ça, c'est rigolo aussi, hein. Chaque fois qu'un agent combat en mêlée ou qu'une attaque de tir est faite contre lui, à l'étape résoudre les touches réussies du combat ou de l'attaque de tir,
Chaque fois qu'un dé d'attaque est censé infliger des dégâts critiques à cet agent, vous pouvez choisir à la place que le dé d'attaque en question inflige des dégâts normaux à la place. Donc, c'est pas que le dégât critique retenu devient dégât normal, c'est que vous pouvez choisir qu'il inflige des dégâts normaux. Par exemple, si vous vous faites fuser par un Melta, eh ben, il va quand même vous mettre les BM. Si vous choisissez de passer en dégâts normaux, il vous mettra 6. Bon, autant qu'il reste sur les dégâts critiques, comme ça il vous met 4 BM que vous pouvez faire en horriblement résistant, et après 3 dégâts critiques que vous pouvez faire en horriblement résistant, donc vous avez plus de chances de rester en vie si vous ne faites pas proquer cette aptitude contre un Melta. Voilà, ça c'était un petit exemple que je voulais vous montrer. Les bogueux, effluves maladifs, 1-2 de dégâts, nul. Mais eux, ils sont petits, et d'ailleurs c'est encore un mot-clé qui aurait dû être fait il y a bien longtemps. Cet agent ne peut pas être doté d'équipement. Bon, vu les équipements. Tant que cet agent a un ordre de dissimulation, il est toujours traité comme ayant un ordre de dissimulation, quelles que soient les autres règles. On y est encore. C'est un grotte, c'est un Gene Stealer, voilà. Il est petit. AG2. Et d'ailleurs, les varioleux mutants aussi avaient AG2, j'avais pas vu. Varioleux se déplace très lentement, d'ailleurs. 3 PV, 2 dés de défense, c'est rigolo aussi. Sauvegarde 5+, mais invulnérable. On va passer aux vermines. L'Aphromite, AG2, 2 LPA, de toute façon ils auront tous AG2, 2 LPA, ils auront tous 2 points de vie. Défense, sauvegarde 5+ ou moins, c'est des stats faciles à se rappeler. Pro, bureau 6, Suzer 200. 2 attaques, pas ouf, 4+, 2, 3. Succion, perforant. Succion, c'est si vous attaquez quelqu'un qui a moins de points de vie que vous, donc c'est-à-dire quelqu'un à 1 PV, vous allez pouvoir le finir avec +1 à l'attaque, donc 3 attaques, létal 5+. Ok. Vraiment, ils auraient presque dû le mettre 1-1 en fait, si c'est pour tuer quelqu'un qui a plus que 1 PV. Mais bon, voilà, s'il n'a pas que 1 PV en face, vous pouvez mettre quand même 2-3. Les nuées de Dardeuzieux. Ce n'est pas un Pokémon, c'est pas loin. Nuée à distance, à portée 6, pas de couvert étourdissant, mais 0-0. Donc c'est pour créer des étourdissants en face qui mettent sur des 6. Ok. Très bien. 5 attaques, 5+, 1-2 au corps à corps avec le gros dard. Très bien. C'est pas ouf, on dirait, mais bon, peut-être qu'il y aura une utilité. Lui, par contre, il est plus cool quand même, le ver de bourbe. 2 LPA, 2 AG2, on connaît. Le crachat d'acide, 4 attaques, 4+, 2-2, ce qui est quand même bien pour une vermine. Portée 6, PA1, ce qui est quand même très bien pour une vermine. Projection 1. Gueule aux dents acérées, 2 attaques, 4+, 1-3. Bon, on préfère l'avoir à distance, évidemment. Sans caustique. Si cet agent est neutralisé, jetez un D6 pour chaque agent visible et à rond de lui. Sur 4+, l'agent ennemi concerné par le jet subit une blessure mortelle. Bon, bah ça donne une utilité de se mettre au corps à corps. Ok. Les équipements rares, tout ça, on skip et on va partir sur la fin de cette vidéo parce qu'on va arriver sur les équipes que vous connaissez. La Code Review War, vous la connaissez. Je vais juste vous dire qu'est-ce qui va peut-être un peu changer dans Into the Dark. Vous allez vouloir peut-être avoir beaucoup de lance-flammes Vrarp léger. 5 attaques de plus, 2, 3, portée 6, un torrent. Donc vous savez que maintenant dans Into the Dark, les torrents seront létal 5+, donc encore meilleur. Voilà, ça c'est rigolo. La fusillade, toujours pas incroyable du canon sous le Reaper, mais au moins il n'est pas lourd. Donc ça a peut-être un effet justement contre les Gellerpox, ça peut être utile selon ce que vous avez en face. Et vous allez pouvoir avoir quand même beaucoup de Zangor, ça va devenir intéressant parce que quand vous avez autant de belles capacités de corps à corps, qu'il va falloir avoir autant d'objectifs, ça va peut-être être encore mieux d'avoir une team à 6 Zangor, 3 sorciers. Les gens vont pouvoir tester ça, évidemment, vous le connaîtrez. Les OP spéciales, tout ça, voilà, on va passer aux admecs. Je voulais vous dire quelque chose sur les admecs, c'est que ce sont les seuls et uniques à avoir eu une errata. Waouh! Comment ça, une errata dans une publication, je crois que c'est le Princeps Corroder ou l'un des deux, qui avait 4 attaques dans le White Dwarf, et là il a enfin 5 attaques. Donc ils ont vraiment transformé l'essai, ils se sont dit allez cette fois on change un chiffre, on va pouvoir rectifier les choses. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant à dire sur eux? Ils vont devenir extrêmement forts. Déjà, la Balance Data Slate a transformé un peu les impératifs doctrinaires, donc il n'y a pas les effets de dépréciation. Le premier tour, vous lancez l'impératif doctrinaire, ne l'oubliez pas. Vous allez avoir une team où il y a aussi un bonhomme en plus, avec quelques différences. Donc on va avoir 11 personnages, avec, il me semble, jusqu'à 5 corrodeurs ou sicariens ou
ou les infiltrateurs, vous allez en avoir 5 des comme ça qui sont extrêmement forts au corps à corps, 5 attaques 2 ou 3 plus, 4, 5, équilibré, tout ça, donc ça va devenir des véritables machines de guerre dans Into the Dark. Vous allez aussi avoir un équipement qui vous permet de ne pas avoir de malus à la CT lors des états d'alerte. Relié au flux vidéo, ça va devenir extrêmement cool parce que dans Into the Dark, on va en faire des actions, se mettre en garde et des états d'alerte qui vont aller ensuite. Donc voilà, cette équipe elle est cool parce qu'on a un vérificateur et on a un dictat en plus de la version Compendium. Je passe très vite à la suite. Les Wandblade, qu'est-ce qu'ils sont bien encore les Wandblade? Parce qu'ils vont pouvoir avoir le fait que les terrains légers sont masquants. Bon, il n'y a pas tant de monde que ça qui a un terrain léger dans Into the Dark, mais les barricades, on en aura quand même 4 sur place, voire 5 ou 6 selon ce que vous avez acheté, enfin ce que vous avez pris, bah ça va créer aussi du masquant, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Toujours les embuscades du culte, toujours les assassins qui sont trop bien. Qu'est-ce qu'on va avoir de bien? On va avoir aussi cette histoire là, ouverture xénorganique. Placez un de vos pions objectifs à triangle d'un élément de terrain. Jusqu'à la fin de la bataille, les agents lames de give peuvent se déplacer au travers de l'élément de terrain comme s'ils n'étaient pas là, tant qu'ils le font à triangle du pion. Sauf que pour l'instant, dans Into the Dark, on n'a pas le droit de le faire. Donc, on attend éventuellement une fac, ou alors vous jouez comme vous voulez avec vos adversaires tant que vous avez défini ce que vous voulez. Toujours des choses très chouettes sur la loyauté du culte, toujours très fort. Le cachet aussi. Qu'est-ce que c'est fort ça. D'ailleurs, ça va devenir très fort dans Into the Dark parce que on peut pas mesurer à 6 de la zone d'insertion si les portes sont fermées. Donc, c'est l'équivalent d'être à 0. Enfin, c'est l'équivalent d'être extrêmement loin, donc capable de se mettre à que 2 bonhommes soient de l'autre côté d'une porte en tout début d'une mission Into the Dark. Donc, ça va devenir assez exceptionnel. Comme je vous avais dit tout à l'heure, 14 agents avec 2 agents du culte possible. On va avoir peut-être le Suriner Sanctus qui va revenir en beauté, parce qu'avant c'était le Sniper qui était en beauté, maintenant ce sera peut-être le Suriner, 4 attaques de plus, 3-6 létal 4+, avec le familier qui l'aide aussi dans sa tâche, le Locus qui sera incroyable, comme toujours, l'épéiste Esper qui peut charger, si on se met à proximité de lui, les frappes de vif-argent, la lame de Locus qui est très belle, 5 attaques de plus, le Killer Morph évidemment, ces doubles attaques de tir, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Ça va faire mal de chez mal de chez mal. Les charges explosives qui sont par contre en portée 3 si on utilise l'action indirecte. Voilà. On a la dernière équipe et après on va pouvoir aller dormir ou dans mon cas manger avec les danseurs de la toile. D'ailleurs, ils ont été présentés ou pas, les danseurs de la toile? Non, il manque une page, non? Il manque une page ou pas? Non, c'est bon, ils sont là. 8 bonhommes, le comédien, enfin le bouffon tragique, le prophète de l'ombre, voilà, Shadow Seer, qui est très bien et qui va pouvoir être... Enfin, qui est très bien. Il va peut-être être moins bien d'ailleurs dans Into the Dark parce que dans Kill Team Outdoor, Kill Team Ocre, il pouvait se mettre tout en haut, rester tout en haut et pouvoir faire ses miroirs, tout en étant caché, miroir manteau, sauf que là, bon, c'est quand même un peu moins fort parce qu'il n'y a pas de promontoire. Mais il était quasiment inaccessible des fois dans certaines équipes. Donc c'est quand même la team qui a l'aptitude sédate la plus compliquée du monde, mais on a à peu près compris ça. Le champ domino va rester intéressant quand même, hein, parce que tant qu'on est à triangle d'un élément de terrain, donc les éléments de terrain, ça va être tous nos murs, mais on va être plus facilement à 6 des agents ennemis si on est un adversaire d'Arlequin, quoi. Donc voilà, il y aura plein de choses. Jet de Segorat a été nerfé dans la Balance Data Slate, n'oubliez pas. Et Vol va être un peu transformé, voilà. Vol, ça va être moins utile et moins stylé qu'avant, mais ça va quand même vous permettre de passer par-dessus des agents amis, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça d'habitude dans le jeu. Ça va permettre de passer facilement au-dessus des barricades, ce qui vous offre quand même un objectif certain. Ben voilà, il y a plein de choses intéressantes à faire, donc vous allez pouvoir vraiment créer des positionnements, toujours utiles, mais ça reste moins balèze. Le pistolet à fusion aura plus d'occasions d'être utilisé, encore plus. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, le bouffon tragique, lui aussi, il va avoir moins de fun, parce que il va pas avoir son terrain en hauteur hyper facile, accessible grâce au vol. Sur un promontoire à 1 ou 2 étages, il aura pas ça, mais ça peut être quand même très intéressant, et peut-être même, pourquoi pas,
tentez de faire une fusillade avec la cruauté humiliante si vous voulez considérer comme blessés les ennemis. Donc 2 ennemis si vous avez fait la fusillade, pourquoi pas. Le comédien de base reste toujours très fort, le prophète de l'ombre, moins fort comme je vous ai dit, mais bon, ça reste quand même une bonne équipe et on verra ce que ça donne. Les grenades, toujours un peu nerfées avec l'indirect à 3, les narratifs, et puis je pense que je peux vous dire une bonne journée à vous. À très bientôt sur Kill Team. D'ailleurs, je vous tease la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera une review de tout ce que vous pouvez acheter dans Warhammer Imperium pour pouvoir faire des Kill Team Compendium. Voilà, très bonne journée à vous. Ciao, ciao.